Comme ça vous donnera l'allée pour pouvoir bien conclure. Et ensuite, nous aurons une période d'échange. Je vous invite tout d'abord à vous présenter, puis à débuter votre exposé. Allez-y. Parfait. Merci. Madame la présidente de la Commission, Monsieur le ministre de l'Immigration, de la Diversité, de l'Inclusion, Mesdames, Messieurs les députés, bonjour. Je me présente, je suis Vincent Arsenault. Je suis propriétaire du restaurant Tomate Basilic, situé dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles, dans l'est de Montréal. J'emploie présentement 50 employés, dont 30 sont à temps plein. Je suis également le président du conseil d'administration de l'Association des restaurateurs du Québec, qui était auparavant appelée Association des restaurateurs du Québec. Vous voyez, je l'ai dit 2 fois, mais qui a conservé l'acronyme ARQ. Je suis accompagné à ma gauche de M. Hugues Philippin, propriétaire du restaurant Chic Alors, situé dans la circonscription de Louis-Hébert à Québec et administrateur au conseil d'administration de l'ARQ. M. Philippin emploie 45 employés, dont 14 à temps plein. Aussi à ma droite, le vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'ARQ, M. François Meunier. Font aussi partie de notre délégation à titre de participants silencieux, derrière nous, le président directeur général de notre association, M. Alain Maillat, et l'analyste recherchiste, Mme Julie Couture. Évidemment, nous voulons commencer notre intervention en remerciant la Commission des relations avec les citoyens de nous recevoir aujourd'hui pour discuter d'un dossier devenu crucial pour notre industrie, soit l'immigration. L'Association Restauration Québec, avec ses 5 600 membres, est la plus importante association de gestionnaires de restaurants au Québec et elle est aussi la plus ancienne au Canada. L'industrie de la restauration au Québec est composée d'environ 20 000 entreprises, essentiellement des petites et des moyennes, employant globalement près de 220 000 personnes dans toutes les régions du Québec. D'ailleurs, la RQ se plaît à dire que dans chaque ville et village au Québec, il y a une église, une caisse populaire et un restaurant, même si depuis quelque temps, il ne reste plus, bien souvent, que le restaurant capable d'accueillir la clientèle locale, mais pour combien de temps? En effet, une ombre importante plane sur l'industrie. La pénurie actuelle de travailleurs, qui sévit depuis quelques années déjà, risque de limiter grandement la croissance, voire mettre en danger le maintien de nos activités. Il n'est pas rare de voir plusieurs de mes collègues limiter leur journée ou heure d'ouverture, réduire leur capacité d'accueil ou, plus tristement, fermer leurs portes pour ces raisons. Selon une estimation de Raymond Chabot-Grant Thornton, environ 5 500 postes d'aide de cuisine, de plongeurs, de préposés au comptoir, 2 700 postes de cuisiniers et 1 800 postes de serveurs seront à pourvoir dans la restauration au Québec en 2025. Dans les faits, ce sera probablement plus que cela, puisque déjà, au plus fort de la saison touristique 2018, près de 14 000 postes étaient à pourvoir au total dans la restauration au Québec. Ce manque de travailleurs en restauration n'est pas quelque chose de conjoncturel, mais bien un problème démographique. Depuis longtemps, l'industrie recrute principalement sa main-d'œuvre dans le bassin des jeunes travailleurs âgés entre 14 et 24 ans. Ces travailleurs occupent près de la moitié des emplois en restauration. Or, ce groupe d'âge a connu une décroissance de 8 % depuis 2012. Il faudra au moins 10 ans avant de revenir au même niveau que 2012, soit pour retrouver sur le marché du travail un peu plus d'1 million de jeunes âgés entre 18 et 24 ans. Pour compenser cet effet, même si ce n'est pas l'unique solution, l'immigration est un outil indéniable pouvant atténuer la pénurie actuelle de main-d'œuvre. Recourir aux travailleurs étrangers, autant temporaires que permanents, est essentiel pour maintenir nos activités, notamment dans les régions. C'est pourquoi l'ARQ lance aujourd'hui un véritable cri d'alarme afin que des mesures concrètes soient mises en place pour alléger notre fardeau et celui des milliers de PME du Québec. Excusez-moi. Je laisse mon collègue Hugues Philippin vous en identifier quelques-unes. Merci, Vincent. En lisant le document de consultation, notamment la lumière de l'orientation 3, on note que le gouvernement souhaite privilégier la transition de personnes ayant un statut temporaire vers un statut d'immigrant permanent. La RQ n'est pas contre une telle direction, mais bien au contraire. Mais pour que cela fonctionne, de nombreuses choses devront être corrigées. La première, les procédures pour faire venir des travailleurs dans le cadre du programme de travailleurs étrangers
temporaires sont trop lourdes et coûteuses pour les gestionnaires de PME, entre autres. Nous devons afficher le poste pendant au moins 4 semaines. L'affichage doit être fait dans au moins 3 publications ou sites différents, dont un doit être le guichet emploi d'Emploi et Développement social Canada. On doit aussi fournir un plan de transition afin de réduire la dépendance de l'entreprise à l'embauche de travailleurs étrangers temporaires. Remplir 2 formulaires, dont un de 18 pages. Débourser 1 392 $ par travailleur en frais de traitement non remboursables en cas de refus. Et pour les postes à bas salaire, l'employeur doit prendre en charge le transport aérien aller-retour, l'assurance maladie et un service d'assistance pour le logement. Alors, malgré ces nombreuses exigences, sachez qu'il faudra attendre environ 6 mois avant l'arrivée du travailleur. Et c'est sans compter le fait que les postes comme plongeur ou aide de cuisine sont refusés d'office dans certaines régions. Pourtant, ce sont des métiers dont les besoins sont les plus criants. Il est dommage qu'un programme gouvernemental exclue certaines fonctions de travail et, par conséquent, force des exploitants qui manquent de ressources à réduire considérablement les journées ou les heures d'exploitation ou, pire encore, à fermer leur entreprise carrément. Je tiens à rappeler qu'avec les coûts associés à la venue de travailleurs étrangers et les efforts devant être consentis pour ce faire, les employeurs de la restauration se tournent vers le recrutement international qu'en dernier recours, et c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix. Comme industrie de la restauration, comme celle du tourisme, est ancrée dans toutes les régions du Québec, à l'instar de l'agriculture, pourquoi ne pas s'inspirer justement des programmes de travailleurs agricoles qui sont nettement plus flexibles? On ne demande aucun frais, aucune obligation de concevoir un plan de transition et l'affichage du poste est de seulement 14 jours. Il est aussi possible de partager un même travailleur entre plusieurs employeurs, une option qui serait intéressante pour les entreprises saisonnières de notre secteur. Il est vrai que tous ces éléments relèvent du gouvernement fédéral. La RQ croit donc que le gouvernement du Québec a peut-être la solution à s'apporter en négociant une nouvelle entente permettant à tout le moins pour le Québec d'autoriser les employeurs voulant embaucher des travailleurs peu qualifiés à pouvoir le faire et d'assouplir les modalités du programme en calquant celles-ci sur celles des volets agricoles. Un rapatriement complet de la gestion du programme de travailleurs étrangers temporaires par le gouvernement du Québec pourrait être aussi à considérer. L'immigration permanente et l'accompagnement des entreprises sont aussi 2 enjeux cruciaux dont nous entretiendra mon collègue François Meunier. Alors, merci beaucoup, Hugues, et merci de votre accueil, messieurs et mesdames les députés. L'objectif de favoriser un meilleur arrimage entre les besoins du marché du travail et la sélection des candidats à l'immigration en est un que nous appuyons fortement. Reste maintenant à définir ce qu'on entend notamment à l'orientation 4 par travailleurs qualifiés. Rappelons que notre industrie, et dans bien d'autres secteurs d'ailleurs, que ce sont surtout les postes non qualifiés que l'on retrouve et que l'on retrouvera en situation de pénurie le plus fortement dans les prochaines années. Il est donc essentiel que l'immigration économique permanente soit ouverte aussi aux travailleurs peu qualifiés, qu'il soit possible pour ces personnes dont le profil répond aux besoins des entreprises du Québec de créer un compte dans la plateforme Arima et de déposer une déclaration d'intérêt. Aussi, nous avons noté avec un grand enthousiasme l'orientation du gouvernement d'appuyer les entreprises dans leur démarche de recrutement à l'international. Outre les irritants dont vous a fait part Hugues, et touchant principalement le gouvernement fédéral, nous espérons que les actions prises dans cette orientation vont permettre une amélioration et un assouplissement du traitement et dans la gestion des dossiers d'immigration. Nos membres nous ont partagé certaines de leurs préoccupations, notamment que le traitement des demandes pour plusieurs postes par le même employeur soit fait par un seul conseiller unique du Midi plutôt que par autant de conseillers différents, qu'il y a autant de dossiers à traiter, qu'on prenne davantage en compte l'expérience du travailleur candidat à l'immigration plutôt qu'uniquement la formation. Évidemment, il y a un autre facteur qui doit être aussi considéré par le gouvernement, c'est de faciliter, outre faciliter les démarches de recrutement, ce sont les coûts importants que le recrutement étranger occasionne. Rares sont en effet les entreprises de restauration qui peuvent profiter d'une personne attitrée à la fonction ressources humaines. C'est bien souvent le propriétaire qui s'en occupe. Devant un processus complexe où personne ne veut faire d'erreur, qui risque de retarder l'étude du dossier, les gestionnaires ont habituellement pas le choix d'aller vers des consultants externes qui facturent en moyenne, outre les frais exigés par le gouvernement, des coûts au-delà qui dépassent souvent 4 000 $ par travailleur recruté, disons-le. Alors, il s'agit d'un coût important qui est un frein pour plusieurs pour aller recruter à l'international. La solution est simple, selon nous. Il faut que l'accompagnement proposé par le ministère, c'est bien noté, se traduise par un soutien personnalisé. Je vais laisser notre président conclure. Donc, la restauration est l'une des industries qui a pu compter le plus et qui compte encore beaucoup sur l'immigration pour assurer son développement. Aux restaurants de cuisine canadienne proposés aux plus âgés d'entre nous se sont ajoutés au fil des décennies les mets chinois, vietnamiens, français, grecs et j'en passe.
C'est ce qui donne aujourd'hui à la restauration du Québec un goût si international. Nous espérons que nos propos permettront aux membres de la Commission de mieux comprendre les besoins des employeurs de la restauration par rapport au sujet crucial qu'est l'immigration. Je souhaite à nouveau remercier le ministre et le parlementaire de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci. Merci pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous pour un bloc d'échange de 15 minutes 45. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Arsenault, Monsieur Philippin, Monsieur Meunier, bonjour. Merci d'être à l'Assemblée et d'avoir présenté votre mémoire. Écoutez, d'entrée de jeu, je veux vous dire que je suis très sensible à ce que vous exposez relativement aux difficultés de votre industrie à recruter des travailleurs. Et vous le dites bien, dans chacune des régions, dans chaque village au Québec, il y a souvent un restaurant où ça assure la vitalité aussi de nos régions. Il faut s'assurer que, supposons, quand on a une communauté, les gens puissent se restaurer. Alors, je suis très sensible à cette réalité-là, surtout aux retombées économiques que ça amène aussi dans les différentes collectivités. Sur la question du programme des travailleurs étrangers temporaires, le gouvernement du Québec est en discussion avec le gouvernement fédéral depuis plusieurs mois. Et vous l'avez bien dit, ça prend un assouplissement de la part du gouvernement fédéral. Et c'est les demandes que je porte au nom du gouvernement du Québec depuis plusieurs mois déjà. Et c'est important que le gouvernement fédéral comprenne l'importance du marché du travail québécois, notamment au niveau des assouplissements qui doivent être apportés au programme des travailleurs étrangers temporaires en ce qui concerne justement l'affichage. Ce que nous proposons au gouvernement fédéral, c'est que le Québec est la seule juridiction au niveau de l'étude d'impact du marché du travail, notamment pour réduire les délais associés à ça, au niveau de la période de l'affichage, pour faire en sorte aussi que le plafond de 10 % ne soit plus présent et pour faire en sorte aussi qu'on puisse étendre la durée du permis de travail. Je pense que ça pourrait donner un bon coup de main aux différentes entreprises comme la vôtre pour répondre à ces besoins-là. Ce que je voulais vous demander, c'est au niveau du pourcentage de travailleurs temporaires versus au niveau des immigrants permanents. Quand vous dites on veut aller de l'avant avec l'immigration, notamment parce qu'on a des emplois à combler en matière de restauration, vous dites ça peut être une avenue, le recours au travail temporaire. Dans quelle proportion? Écoutez, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question-là. Je pense qu'au niveau des programmes de travail étrangers temporaires, actuellement, dans le volet vente et services où notre industrie se retrouve, je pense que c'est à peine 500 travailleurs par année présentement. Or, c'est une des raisons principales, c'est parce que c'est bien trop compliqué. Sachez que, par contre, que notre association a conclu une entente avec une firme de consultants externes dans les derniers mois et que déjà depuis le mois d'avril, on a une forme d'accompagnement via une entreprise privée pour permettre aux entreprises de recruter. D'ailleurs, M. Philippin, si vous le souhaitez, pourra vous faire état. Il y a déjà 2 travailleurs qui sont arrivés. Il y en a un autre qui s'en vient à l'automne. Donc, c'est pas que l'immigration est impossible, c'est que sachez que c'est extrêmement lourd à supporter pour des petites entreprises, non seulement en termes de coûts, mais également en termes de bureaucratie. Et le gouvernement peut faire beaucoup dans ce sens-là. Et pour nous, que ce soit le fédéral ou le provincial, c'est pas ça qui nous importe, c'est finalement que ce soit plus simple et qu'on puisse venir les travailleurs dont on a besoin, ce qui est évidemment demeure quand même un enjeu de taille parce que présentement, nous n'avons que 2 fonctions, cuisinier, chef et cuisinier diplômé, qui bénéficient du programme simplifié au niveau du programme des travailleurs étrangers temporaires et qui dit traitement simplifié, là, je vais tout de suite vous le dire, c'est pas parce que c'est plus simple, c'est juste parce que c'est moins compliqué, puis que ça peut aller un petit peu plus vite que les autres, mais ça demeure quand même quelque chose qui est trop lourd. Alors, on sent très bien la volonté du gouvernement actuellement d'accompagner puis de supporter les entreprises, mais à la fin, si on ne fait venir que des ingénieurs puis des informaticiens, quand 50 % des besoins de main-d'œuvre des entreprises du Québec, c'est travailleurs peu ou non qualifiés, on ne réglera pas notre problème. Et ultimement, lorsque vous dites, écoutez, on pourrait aller vers les travailleurs temporaires, votre objectif pour les entreprises, c'est de s'assurer qu'ils puissent demeurer en poste et immigrer de façon permanente. Peut-être témoigner de ça. Ils travaillent déjà à s'assurer que ces travailleurs vont rester après le 2 ans de contrat. Là. Si on fait le processus d'embauche, surtout pour une petite entreprise comme la mienne,
on espère les garder. Alors, on va tout faire ce qui est possible pour intégrer ces employés-là à la société, pour les franciser s'ils ont besoin d'être francisés. Alors, en effet, là, ce serait au moins d'avoir un baume un peu sur le problème, c'est d'avoir un employé pour remplir le poste. Puis après ça, on peut s'activer à l'intégrer le plus possible, puis l'inciter à s'établir au Québec. OK. Puis lorsque vous dites, on veut participer à l'intégration, à la francisation, c'est quoi les mesures que, supposons dans votre secteur, les employeurs peuvent mettre de l'avant ou qui souhaitent mettre de l'avant justement pour participer à cet effort-là? Parce que l'immigration, c'est pas juste unidirectionnel, là, c'est la société d'accueil aussi. Alors, comment les employeurs peuvent participer à la francisation et à l'intégration? Quand tu travailles dans une entreprise comme un restaurant, il y a beaucoup d'employés dans les restaurants. C'est une entreprise qui embauche beaucoup de gens au pied carré par rapport à peut-être d'autres industries. Alors, tout de suite en partant, ils sont immergés dans un bassin de gens locaux. C'est des gens aussi qui proviennent de tous les milieux parce que l'industrie de la restauration, je pense pas qu'il y ait une industrie plus inclusive que la nôtre. Alors, ils sont plongés dans un bassin. Ils communiquent sans cesse avec d'autres travailleurs. Et puis, ils font partie d'un milieu local aussi. Nous, pour entre les deux qui sont déjà en poste et les prochains qui viennent, on fait tout dans notre possible pour leur montrer où l'épicerie, la caisse populaire, on leur fait goûter de la poutine. Donc, ils sont vraiment intégrés dans l'équipe, puis on demande aussi aux autres équipiers, même si c'est naturel, de les inclure dans leurs sorties, dans leurs activités. Alors, ces gens-là s'intègrent très rapidement, puis ils sont enchantés de l'accueil que le Québec a fait envers eux autres. Ouais. Puis, peut-être rajouter par rapport à ça, on est quand même un milieu qui est très intégrateur. Donc, notre industrie, c'est une prestation. Il n'y a pas beaucoup de travail individuel à l'intérieur de ça. Donc, ça facilite aussi l'intégration. On n'a pas le choix de faire en sorte que les gens vont pouvoir contribuer assez rapidement. Donc, il y a un Français qui va venir opérationnel assez rapidement puis qui pourra être par la suite perfectionné, là, bien entendu. Puis au niveau du salaire moyen dans l'industrie, ça se chiffre à combien environ? Pour les employés. En fait, c'est tout dépendant des postes de travail. C'est certain qu'au niveau de la cuisine, là, qui est l'essentiel du besoin, on parle de peut-être de 15 à 20 $ de l'heure pour la cuisine, mais sachez qu'il y a une pression à la hausse sur les salaires depuis déjà un certain temps. On a des témoignages de gens qui vont chercher des gens en offrant un salaire qui peut être de 25 $ de l'heure et ils n'en trouvent pas. Alors, il est clair que ce n'est plus nécessairement là l'enjeu. Pour les régions, notamment, c'est la saisonnalité qui est le problème. C'est que comment on peut attirer un travailleur pour seulement lui offrir un emploi pendant 3 mois, ça risque d'être beaucoup plus un défi important. D'où l'utilisation aussi du programme des travailleurs étrangers temporaires qui pourrait nous permettre avoir vraiment des travailleurs temporaires qui répondent à un besoin temporaire et un besoin de courte durée, comme à l'image de ce qu'on retrouve dans l'agriculture. Je pense que tout le monde convient aujourd'hui que si on n'avait pas des travailleurs étrangers temporaires dans la production maraîchère, notamment, bien finalement, on ne mangerait que des fraises venant de Californie. C'est certain. Alors, on ne peut pas nier qu'on a des besoins pour répondre à des besoins qui sont ponctuels. Et oui, on souhaite tous garder les futurs travailleurs temporaires de manière permanente, mais dans certains cas, il va peut-être falloir avoir recours au programme pour répondre à des besoins d'entreprise. Je pense entre autres aux entreprises du secteur touristique qui sont encore en haute saison au moment où on se parle, qui vont l'être probablement jusqu'au mois d'octobre. Mais je pense que vous êtes tous à même de constater qu'aller sur la Côte-Nord, là, après la fête du travail, tout est fermé parce qu'il n'y a plus de travailleurs. Puis, vous diriez, là, face à ce manque de travailleurs-là, combien de vos entreprises, de vos membres sont à risque au niveau de la pérennité des entreprises? Tu sais, les défis auxquels vous faites face là, pour assurer là, la pérennité des entreprises, il y en a combien qui sont en difficulté? Je pense qu'on se ferait accuser de sensationnalisme si on dire que tous les restaurants vont fermer demain matin. Mais il est clair que si on n'a pas la part de l'immigration, soit permanente, soit temporaire, on met à risque, c'est vrai qu'on met à risque des emplois de Québécois. Parce que moi, je me suis promené un peu partout au Québec cet été. J'ai vu des restaurants fermer
lundi, mardi, mercredi. Donc, c'est 3 jours de revenus auxquels on renonce. Bien, la rentabilité en est affectée à long terme et le petit village va très certainement finalement en pâtir parce que l'offre, non seulement offerte à la population locale, mais également aux touristes, soit étrangers ou même d'ici, va en pâtir, ça c'est certain. On n'est pas là pour vous dire qu'on va tous fermer demain matin, mais c'est certain que les gens aujourd'hui doivent réduire d'une manière importante leur potentiel de développement. Vous savez, on est en pleine croissance. Là. L'industrie a connu, et même en 2019, je pense qu'on va connaître une excellente année, on a des années records. On a dépassé 13,5 milliards de ventes dans la restauration au Québec l'an dernier. On n'a jamais atteint des niveaux comme ceux-là. On dépasse l'Ontario. On n'a jamais été à ce niveau-là. Et ce qui est sur toutes les lèvres, c'est j'ai les clients, mais je ne suis pas capable de servir tout le monde. On risque à la fin très certainement de voir une offre de restauration qui va être de bien moins bonne qualité et où on retrouve essentiellement une cuisine qui va être industrialisée, standardisée. Et on va certainement y perdre sur le plan de la gastronomie et de la qualité du service. Je vous remercie. Je sais que j'ai des collègues qui veulent poser des questions, mais je retiens de notre échange que vous souhaitez une amélioration au niveau du programme des travailleurs étrangers temporaires. Et sur ce, il faut que le gouvernement fédéral entende votre message, notamment, pour faire en sorte de comprendre la réalité des employeurs. Alors, je vous remercie pour votre présence. Je crois que c'est la députée de Les Plaines qui prend la parole. Allez-y. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. Merci, messieurs, de ce mémoire qui est fort intéressant. Plusieurs recommandations. Monsieur Arsenault, tomate basilic, j'en témoigne, est une très belle table dans l'Est de Montréal. Écoutez, vous avez dans votre mémoire, je vais aller un petit peu plus pointu, vous parlez d'un contenu didactique qui a été développé par l'ITHQ. La francisation est la clé du succès aussi de l'intégration des nouveaux arrivants. J'aimerais que vous me parliez un petit peu du contenu, exactement. De quelle façon il serait applicable? Et vous dites qu'il faudrait que ce soit développé dans une prestation informelle. Vous entendez quoi par une prestation informelle? En fait, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'un restaurant, ça ne deviendra pas un lieu d'enseignement officiel. On n'aura pas de salle de classe. Par contre, un restaurant, comme n'importe quelle entreprise, peut devenir un lieu d'apprentissage et un lieu d'intégration. L'outil dont vous parle à l'ITHQ, c'est effectivement, on possède toute non seulement l'infrastructure, mais également tout le vocabulaire pour assurer finalement une utilisation de termes français dans l'exploitation de nos établissements. On a ce qu'il faut pour que les gens utilisent des termes qui sont français. Et le fait de côtoyer les autres collègues va avoir évidemment un effet extrêmement positif sur l'apprentissage du français des futurs immigrants qui en ont besoin, parce que sachez-le, c'est pas nécessairement vrai que ces gens-là vont devoir apprendre la langue. Il y a beaucoup de nos travailleurs qui proviennent déjà de l'Europe francophone ou même d'autres pays de la francophonie qui ne demanderaient que de pouvoir profiter de notre société pour élever leurs enfants, le système d'éducation et notre industrie, et a toujours été traditionnellement vous savez, il y a un paquet de nouveaux arrivants qui sont arrivés dans les années 60, les années 50, qui ont finalement commencé à gagner leur vie en ayant un restaurant pour par la suite, évidemment, retourner à l'école, s'assurer d'avoir la réciprocité de leur diplôme. Puis s'ils étaient ingénieurs, bien, ils ont pu exercer le métier d'ingénieur. Mais pour gagner leur vie en commençant ici, bien, tout ce qui leur restait, c'était de pouvoir accueillir des gens pour faire découvrir leur cuisine. Alors, on s'aperçoit que finalement, il y a un succès naturel qui se fait. Mais oui, c'est vrai que l'industrie est en mesure, pourrait, par exemple, participer à des programmes de francisation d'une certaine manière pour s'assurer que ces travailleurs apprennent la langue. Mais je veux juste vous préciser qu'on ne parle jamais de 20 travailleurs d'un coup, là. On n'est pas à l'IMEL qui veut faire venir 200 travailleurs qu'on est capable d'asseoir dans une même salle pour leur faire apprendre le français. Non, c'est 1 ou 2 ou peut-être 3
Donc, à ce moment-là, d'avoir un professeur de français en entreprise, ça demeure quelque chose qui est un petit peu irréaliste et peu pertinent. Reste une minute au bloc d'échange. Parce que vous parlez aussi du milieu agricole qui partage les ressources. Et vous parlez du partage des ressources. Est-ce que c'est réalisable et pensable que dire dans votre milieu, ça pourrait être fait, ça? Regardez, présentement, on ne peut pas le faire, mais je pense à des entreprises en région, en Gaspésie ou ailleurs. Un travailleur, par exemple, dans le milieu d'hôtellerie, les préposés à l'entretien ménager ne sont pas admissibles à aucun programme de travailleurs étrangers. Or, très certainement que des préposés à l'entretien ménager pourraient être partagés en plusieurs établissements hôteliers pour finalement s'assurer que les chambres soient propres et accueillir adéquatement la clientèle. Vous savez, on est extrêmement créatif, imaginatif pour être capable d'aménager les horaires. On pourrait le faire très certainement pour s'assurer que, finalement, si on n'a pas accès à une main-d'œuvre permanente, minimum 30 heures semaine, qu'on puisse avoir accès à 20 heures semaine, mais le même employé dans 2 entreprises. Je vous remercie. Ça termine le bloc d'échange avec le parti formant le gouvernement. Nous sommes maintenant rendus à l'opposition officielle. Monsieur le député de Néligan, vous prenez la parole. Merci, Madame la Présidente. Messieurs, merci. Bienvenue à la Commission. Écoutez, ma première question, la situation ne date pas d'aujourd'hui et je partage avec vous votre cri d'alarme. Un cri d'alarme qui est partagé par plusieurs autres partenaires, notamment le Conseil du patronat et je cite monsieur le PDG du Conseil du patronat, M. Yves Thomas Dorval. Je pense que la situation est alarmante un peu partout au Québec. Et c'est là ma première question. Avez-vous déjà eu une invitation de la part du ministère de l'Emploi pour parler de votre situation le midi? Oui, et plusieurs fois. Vous savez, moi, j'ai participé, je pense, au moins à une dizaine de forums, de colloques. Je parle pas de forums. La situation est alarmante. On parle de restaurants qui ferment. Vous avez énuméré toute une liste. Moi, devant une situation pareille, c'est pas les forums avec qui où on va traiter, où on va trouver des solutions. Vraiment une rencontre avec le ministre responsable pour trouver des solutions concrètes rapidement. Pas avec le gouvernement actuel, mais oui, avec les gouvernements précédents, on a eu on aura quand même eu des rencontres, pas plus tard qu'au printemps, avec toute une série de sous-ministres au gouvernement où on a pu échanger de ces problématiques-là. Merci. Au fait, ce que vous avez soulevé, je pense pas que, et corrigez-moi si je me trompe, je veux pas qu'on part d'ici et on comprend que la seule solution que vous avez sur la table, c'est le programme des travailleurs étrangers. Est-ce que vous pouvez juste clarifier, parce que j'ai l'impression qu'on a compris qu'on veut parler avec le fédéral pour travailler encore une fois le programme travailleurs étrangers et la seule solution que vous avez sur la table maintenant, c'est ce programme. Oui, non, parce que l'immigration permanente aussi pour nous est importante et il y a un besoin et on se retrouve avec les mêmes problématiques. Pour nous, regardez, il est clair que, par exemple, prenons les seuils d'immigration. On est membre du Conseil du patronat, Monsieur le député, alors c'est certain qu'on appuie la position d'augmenter les seuils. Mais pour nous, c'est pas tant le seuil qui est important, c'est le profil des travailleurs. C'est que demain matin, là, si on fait venir 60 000 diplômés avec des maîtrises universitaires là, qui ne pourront pas travailler dans les restaurants, j'aurais rien gagné. L'industrie n'aura rien gagné. Justement, alors, c'est dans ce sens. Justement, dans ce sens, j'aimerais bien vous entendre par rapport à la grille de sélection. Parce que là, vous touchez le cœur même du problème. Vous avez dit les travailleurs non qualifiés. Vous avez mentionné le programme des travailleurs temporaires étrangers. Mais là, je suis là pour vous aider, vous accompagner à trouver des solutions. C'est ça mon but aujourd'hui. Et j'aimerais bien que l'équipe du gouvernement et le ministre vous écoutent aussi. Je ne veux pas qu'on parte d'ici et on pitche le problème au fédéral et que la seule solution, c'est le programme des travailleurs étrangers. Là, vous rajoutez une autre solution, c'est l'immigration permanente. Vous ajoutez que vous n'êtes pas d'accord avec les seuils et, un peu plus loin, revoir la grille de sélection. Est-ce que c'est ça? Regardez, on n'est pas des spécialistes de l'immigration et des politiques d'immigration. Tout ce qu'on est venu vous témoigner aujourd'hui, c'est que présentement, le modèle ne fait pas le travail. Il ne fait pas le travail pour des entreprises qui ont des besoins importants en termes de main-d'œuvre. Mais même dans certains cas, des travailleurs qu'on dit qualifiés,
c'est extrêmement complexe. On fait une analyse, par exemple, de la formation académique. On regarde le cursus, on regarde non seulement le cursus du cours, mais on regarde même le contenu de chacun des cours. Et on va arriver à la fin et dire, ce travailleur-là, il manque 50 heures. Vous savez, la situation actuelle est tellement quand même sensible que ça mérite peut-être des solutions puis une adaptation des politiques qui sont quand même doivent être agressives. Parce que je comprends que par le passé, ou que ce soit avec le programme de travail étranger temporaire, tout ça était mis en place pour régler des problèmes ponctuels, des problèmes qui étaient temporaires dans le temps. Or, le temporaire, là, la pénurie de main-d'œuvre, là, c'est pour la prochaine décennie. Alors, à problème sur 10 ans, on doit peut-être apporter des correctifs. Et vous savez qu'au fédéral, puis le provincial pourra le faire, mais on a toutes sortes de projets pilotes. Dans les maritimes, on accorde des contrats de travail à des gens qui, uniquement basés sur leur expérience de travail, soit ici, soit ailleurs. Alors, il faut falloir à un moment donné qu'on soit beaucoup plus souple par rapport à ce qu'on est aujourd'hui pour permettre aux gens. Mais on comprend qu'il faut encadrer tout ça. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais c'est vrai que présentement, c'est extrêmement compliqué. Parlez-en au Malabonde, à qui a promis à une boulangère un emploi au Québec lors d'une visite à Bordeaux il y a quelques années. Puis ça y a pris 2 ans avant d'être capable de la faire venir. Donc, c'est ça notre réalité. Très d'accord avec vous, M. Meunier. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, mon but aujourd'hui, c'est faire comprendre votre situation. Vous êtes à la bonne place pour faire avancer vos idées et nous sommes là pour trouver des solutions. Le ministère, avec cette démarche, entend déposer au mois de novembre sa stratégie pour les 2 prochaines années. C'est très important ce que vous êtes en train de dire. Donc moi, d'ici novembre, si je n'ai pas sur la table une solution qui va répondre à l'ensemble de vos besoins, parce que ça parle de nos régions, la vitalité de nos régions et une industrie très importante, je vais être très déçu. Donc aujourd'hui, je vous relance une deuxième fois. Oubliez les anciens forums. Aujourd'hui, vous êtes sur une table avec M. le ministre. Vous avez 3 ou 4 propositions pour répondre maintenant à cette situation, pour répondre maintenant à ce cri d'alarme que vous êtes venus nous lancer aujourd'hui. C'est un cri d'alarme. On doit vous écouter, messieurs. Ça serait quoi vos 3 propositions? Ou 4 ou 5? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour bouger? Bien, c'est clair qu'il faut être en mesure de pouvoir recruter des travailleurs peu ou moins qualifiés, c'est certain. Puis qu'on aide les entreprises. On peut aider les entreprises de 2 manières. Et ça peut se faire de manière parallèle, en ayant un agent, un conseiller du Midi ou d'un autre organisme qui puisse accompagner les entreprises dans leur démarche d'immigration à l'étranger. Et considérant les coûts et la nécessité de faire appel à des firmes extérieures pour atténuer les importants coûts, M. Philippin a fait venir un travailleur à bas salaire, c'est 8 000 sa facture. Alors, on souhaite qu'il soit là à vie, parce que la rentabilisation de tout ça ne sera pas facile. Bien, il est clair que pour nous, on recommande au gouvernement d'accorder aux entreprises qui doivent obligatoirement utiliser des consultants externes pour recruter à l'étranger, de profiter d'un crédit d'impôt remboursable afin d'atténuer les impacts financiers sur Proposition, revoir la grille de sélection, parce que comme vous le savez, il y avait le projet de loi 9 que vous avez sûrement suivi, qui le ministre et le ministère pensent révolutionner le système de l'immigration. Donc nous sommes toujours en train de suivre comment ce système va vous aider. Donc, on parle de la grille de sélection, premier point. Deuxième point, vous demandez de l'accompagnement. Troisième point, les coûts de recrutement. Donc, si j'ai bien compris, une sorte de reçu ou un truc fiscal par rapport à ces coûts que vous supportez et de l'aide par rapport à des firmes spécialisées en recrutement. Est-ce que j'ai bien résumé un peu? Si on doit faire appel à une firme de pouvoir profiter d'une réduction fiscale provenant du gouvernement, bien sûr. Un avantage fiscal par rapport aux frais, aux coûts que vous payez pour aller chercher de la main-d'œuvre extérieure. Une toute dernière question. Je ne veux pas dramatiser, parce que on le voit dans le rapport, il est très clair. Donc, si on a très bien lu le rapport,
Aujourd'hui, on doit tous essayer d'être en mode collaboration avec vous. Est-ce que vous pensez, parce que là on le voit dans plusieurs régions, est-ce que vous pensez que l'avenir de la restauration au Québec est très menacé? Notre industrie est fragilisée par la pénurie de main-d'œuvre. C'est un des enjeux les principaux. Quand on parle avec d'autres restaurateurs, c'est jamais un problème de clientèle, c'est toujours un problème de main-d'œuvre. Ils sont toujours dans l'incertitude. Est-ce qu'il y aura des travailleurs demain pour le groupe que j'ai accepté de recevoir? Est-ce que je vais avoir un cuisinier lundi? Alors, on ne sait jamais. Alors, c'est ça le gros stress actuellement qui guette les propriétaires, les restaurateurs. Et d'ailleurs, les autres équipes. Parce que les autres, quand il manque un travailleur dans l'équipe, toute l'équipe est fragilisée, toute l'équipe est démotivée. Ça se répercute partout. Donc, c'est majeur. Reste une minute au bloc. Présentement, on le sait, on a de la difficulté à recruter même chez nous. Là. Donc, c'est pas présentement, la restauration, c'est pas quelque chose qui est très, très en demande. Donc, il faut travailler fort déjà pour aller chercher des gens. Si on les met dans un contexte de restauration où ils travaillent beaucoup plus qu'ils en avaient l'impression de toute façon, parce qu'il manque du personnel, etc., bien, on se crée des problèmes. Puis, un élément qui est important, c'est que l'immigration aussi vient, en quelque sorte, protéger des emplois de gens d'ici aussi. Là. Donc, c'est pas juste une question de... En conclusion. De 3 postes. Là. Très bien. 15 secondes. Merci. Écoutez, nous sommes là pour vous accompagner parce que ça touche vraiment notre avenir économique et l'avenir de nos régions. Merci d'être venu. Merci. Maintenant, je cède la parole au député de Laurier-Dorion, le représentant de la deuxième opposition. Allez-y. Merci. Bonjour, monsieur. J'ai lu dans votre mémoire la question d'une instruction ministérielle qui, je lis, je vous cite, refuse systématiquement toute demande d'entreprises provenant de régions ayant un taux de chômage au-dessus de la moyenne nationale et qui désirent embaucher des postes peu qualifiés. Et j'aimerais vous entendre. Évidemment, vous avez un problème de pénurie de main-d'œuvre. On sait également que les salaires dans la restauration, c'est pas parmi les salaires les plus élevés au Québec. Comment ça joue la question salariale en termes d'attrait de la main-d'œuvre et l'utilisation de main-d'œuvre étrangère? En fait, si je comprends bien, vous voulez savoir un peu comment se comporte le salaire présentement dans l'industrie de la restauration, puis est-ce que ça peut être assez attrayant pour pouvoir permettre à quelqu'un d'immigrer et de venir travailler pour nous? Oui. Bien, je vous dirais que peut-être que la pénurie de main-d'œuvre a fait son œuvre un peu. Là, on le voit présentement, les salaires sont en croissance de façon quand même assez importante. Moi, comme restaurateur, je le vois. Là, on n'a pas le choix de s'ajuster si on veut avoir des gens. Pour vous donner un exemple, on a des gens qui font de la vaisselle qui vont gagner 16-17 $ de l'heure. Là. Donc, on n'était pas là il y a 3 ou 4 ans. Donc, je comprends qu'on n'est pas dans un contexte de salaire, des meilleurs salaires dans l'industrie au Québec, mais on commence à être loin de ce que l'on peut s'imaginer aussi. Donc, il y a moyen de s'intégrer quand même avec ces salaires-là. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, ce que l'on a de besoin, c'est des gens pour venir remplir des postes qui sont souvent un peu boudés présentement. Là. Donc, c'est ça. Vous mentionnez également qu'un bassin traditionnel de recrutement, c'est les jeunes. Moi-même, ma première job, ça a été plongeur, effectivement, dans ma ville. Mais malgré cette augmentation salariale pour des postes comme plongeur, là, vous avez de la difficulté à attirer de la main-d'œuvre des jeunes, par exemple? Oui, définitivement, parce que démographiquement, de toute façon, notre industrie se bat avec toutes les autres industries également. Là. Donc, on a de la difficulté à recruter, c'est clair. Là. Je peux me permettre d'ajouter peut-être. Sachez que la situation présentement n'est pas propre à la restauration. Là. On cherche des pilotes d'avion, on cherche des chauffeurs d'autobus à l'STM payés 60 000 $ par année, on cherche des enseignants, on cherche des préposés aux bénéficiaires. L'enjeu de pénurie, là, c'est un enjeu d'accessibilité de personnes et c'est ce qui manque au Québec présentement. Je cède maintenant la parole à la députée de Gaspé.
Merci, Madame la Présidente. Donc, c'est très clair comme exposé. On s'était déjà d'ailleurs parlé de cette réalité-là dans le domaine de la restauration. Et comme vous le dites, ça touche d'autres secteurs d'activité également. Juste chez nous, à titre d'exemple, l'industrie touristique est très présente, mais il y a aussi le domaine éolien qui cherche beaucoup de main-d'œuvre. Il y a la pêche. Et puis, la pêche, ça tombe un peu en fin de saison du printemps et en début d'été. Donc, c'est de la main-d'œuvre qui pourrait être ensuite réembauchée dans votre industrie et puis qu'on ait plus de semaines de travail à leur offrir, dans le fond. Donc, c'est ce qu'ils souhaitent et c'est ce que nous souhaitons aussi. Donc, je comprends que d'assouplir les conditions, ça passe par ça. Alors, je vois que vous êtes en faveur de rapatrier tous les pouvoirs, le plus de pouvoirs en termes d'immigration. Donc, on aille le chercher du fédéral, ce que mon collègue Denis Ligan n'a pas l'air de croire parce qu'il nous parlait que c'était de compétences fédérales. Mais je pense qu'il faut vraiment en avoir le maximum. Donc, c'est des commentaires, comme vous voyez, là. Je connais vraiment votre réalité. Et puis, je me demandais simplement, le domaine agricole, est-ce que vous savez de quelle manière ils ont été chercher ce droit-là? Est-ce que vous avez déjà été en contact avec eux pour comprendre un peu mieux la réalité? Sans nécessairement connaître parfaitement tous les enjeux de l'agriculture, mais sachez que les programmes de travail étranger temporaire ont été mis sur pied essentiellement pour répondre aux besoins du milieu agricole ou du milieu maraîcher et les services offerts aux gens de l'agriculture existent depuis au-delà de 30 ans et sont extrêmement structurés. Et on n'est pas venu ici vous dire que ces gens-là n'avaient pas de contraintes ou ne devaient pas répondre à certaines exigences, mais on accorde des assouplissements au milieu agricole qui, aujourd'hui, sont très certainement, pourraient être légitimement accordés à d'autres entreprises, notamment les entreprises du secteur touristique, dont la restauration. Et je conclurai en disant que, oui, ça passe par l'immigration pour résoudre des problèmes de main-d'œuvre, mais il y a aussi des mesures qu'on attendait parce que vous dites 14 000 postes à pourvoir en pleine saison touristique. Donc, il y a aussi d'autres ministères qui auraient peut-être dû mettre un peu plus d'efforts avant ce début de saison-là. Donc, le travail continue à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci. Ça termine l'exposé. Merci pour votre contribution à la commission. Je suspends temporairement la commission pour permettre au prochain groupe de prendre place.